Donc bonjour à toutes et à tous. Et avant de commencer, je voudrais vraiment remercier Hélène Bierry-Thompson et les organisateurs de cette rencontre pour l'invitation. Je me réjouis de voir se multiplier les initiatives visant à mettre en lumière les relations passées avec l'esclavagisme et les colonies à esclaves dans ce pays au-dessus de tout soupçon. Je voudrais aussi dédier mon intervention à Marcel Dorigny, un historien moderniste français bien connu du monde académique en France et au-delà sur les questions de l'esclavage. Donc cet ami est membre du conseil scientifique de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, nous a quittés brutalement il y a un mois. Son rôle pionnier pour rétablir la place d'Haïti dans l'histoire française, dans l'histoire de l'esclavage, et l'histoire de l'esclavage, dans l'histoire de la Révolution française, ne doit pas être oublié. Voilà. Donc, comment montrer l'esclavage dans les musées ? En France, cette préoccupation n'a émergé dans le milieu professionnel qu'à la fin des années 2000, avec toute une série de colloques et journées d'études qui se poursuivent d'ailleurs jusqu'à présent, puisqu'il y a 15 jours, un passionnant colloque de 3 jours s'est déroulé à Saint-Denis, près de Paris, sur les musées européens et l'esclavage. Donc, cette journée aujourd'hui s'inscrit vraiment dans ce mouvement. Donc, ma présentation se propose de rappeler rapidement... ah oui, il faut que je... mettre en route quand même. Comment ça se passe ? Voilà. Donc rapidement les étapes de l'émergence de cette mémoire de l'esclavage dans l'espace français pour se concentrer sur le renouvellement des enjeux contemporains et les nouvelles expériences dans le champ des institutions patrimoniales auxquelles la Fondation pour la mémoire de l'esclavage entend apporter son soutien. Donc la mémoire de l'esclavage, bien sûr, c'est une question transnationale, mais en France, elle se pose de façon particulière. La France, évidemment, a été une grande puissance coloniale, mais aussi son histoire est marquée en fait, par des ruptures, celle des changements de régime, et en particulier la Révolution française, au cours de laquelle il y a eu une première abolition de l'esclavage. Et en fait, justement, cette histoire de passage à la République, des avènements successifs de la République, jusqu'à la 5e où nous nous trouvons, donc a forgé un roman national, surtout cristallisé, enfin, voilà, qui a pris ses sources dans la Troisième République, qui est évidemment, comme vous le savez tous, fut aussi grandement coloniale et qui a durablement imprégné les esprits. Et donc, alors que le pays a du mal à se vivre comme une nation postcoloniale, formée de territoires portant justement des histoires spécifiques, voilà, on est pris en quelque sorte dans ces héritages et dans ces refus aussi d'héritage. Ce qui fait que voilà, on est passé finalement d'une phase d'oubli voulu à une taraudante et sourde question qui aujourd'hui, par contre, voilà, éclate et fait irruption régulièrement depuis une quinzaine d'années. Je ne vais pas, puisqu'on a évidemment assez peu de temps, rentrer dans la trop longue durée, mais je pense que c'est quand même important de garder en tête que, effectivement, cette question de la mémoire de l'esclavage aujourd'hui, elle s'inscrit dans un temps long. Après 1848, date de l'abolition donc dans les colonies françaises, finalement, évidemment, cette question de l'oubli du passé, qui est demandée, comme ça se fait souvent dans des situations de guerre civile, où justement il faut une forme d'amnésie pour pouvoir revenir à la paix civile, on a un petit peu le même genre de démarche. Et évidemment, c'est d'autant plus souhaitable que c'est le moment où donc la France prend un nouvel essor impérial. Et donc finalement, cette question de cet oubli du passé, qui est plutôt une non-mention dans le débat public, mais en réalité qui traverse notamment les sociétés justement post-esclavagistes, elle est toujours là. Et en fait, c'est cela qui continue à ressurgir. Dans l'espace public, on parle de l'esclavage en 1948, au moment du centenaire de l'abolition, où une exposition est organisée, ou au musée de la France d'Outre-mer, c'est-à-dire le musée des colonies, et puis où également donc Victor Schœlcher, donc l'auteur du décret d'abolition, entre au Panthéon. Donc on voit qu'à travers ces manifestations, voilà, s'étale un discours républicain qui célèbre donc l'abolitionnisme, tout en invisibilisant l'esclavage. L'esclavage, c'est une affaire de la monarchie, la République l'a par 2 fois abolie. Et donc,
l'État français, finalement, n'assume pas son héritage monarchique. Il existe pourtant, à la même époque, une perception de la sensibilité du sujet pour les territoires sortants du régime colonial, puisque donc, ces anciennes colonies esclavagistes, en 1948, sont devenues des départements d'outre-mer. Donc elles ont perdu ce statut de colonie pour être assimilées politiquement à l'ensemble du territoire français. Donc cette perception de la sensibilité du sujet, elle est là, mais elle est difficilement audible, donc à un moment où justement ce concept d'assimilation triomphe, abolissant non seulement le régime d'exception juridique et institutionnel propre à la colonisation, mais aussi finalement l'acceptation des spécificités culturelles de ces territoires. C'est ainsi que s'efface finalement toute possibilité d'accueillir des mémoires différentes, moins glorieuses, et surtout qu'une conception très restrictive de l'universalisme républicain, dont on entend parler beaucoup en ce moment, en fait un universalisme très vertical, là aussi s'étale et se renforce. Mais cette mémoire revient en force. Le temps des décolonisations dans les années 60 ne laisse pas beaucoup de place à la mémoire de l'esclavage, même si un Césaire en a beaucoup parlé. Sa voix se fait entendre surtout dans les départements d'outre-mer et en particulier aux Antilles, notamment à la faveur de mouvements de réappropriation culturelle, de réappropriation du passé, d'affirmation identitaire, qui font que, en effet, à partir des années 70, la commémoration de l'esclavage apparaît sous des formes assez spontanées ou institutionnalisées au niveau local aux Antilles. Il n'en est rien, par contre, au niveau national. Et cela, ça commence à surgir uniquement en 1998, à l'occasion du 150e anniversaire de l'abolition, qui est un anniversaire qui a été inscrit au calendrier national, mais sur lequel, en fait, il y a, disons, une politique publique mémorielle relativement timide, qui se trouve justement confrontée à un grand mouvement à Paris, qui est la marche du 23 mai 1998, où des dizaines de milliers de personnes principalement d'origine antillaise ou réunionnaise ou guyanaise, mais aussi d'autres viennent se joindre donc à un grand cortège. Donc on voit que cette demande, évidemment, elle vient de ces périphéries, de ces régions ultra-périphériques, comme on dit dans le jargon européen, de la nation française. Donc cette année 1998 marque un tournant parce qu'elle va entraîner un premier mouvement et finalement celui dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Pour justement faire ce saut, je pense que c'est important justement de rappeler finalement de façon un petit peu signalétique, comme on le voit sur cette diapositive, un certain nombre finalement d'enjeux qui sont ceux de la société d'aujourd'hui et qui sont présents et ont commencé à s'exprimer très fortement dans l'espace public depuis une vingtaine d'années. Donc c'est évidemment cette difficulté à assumer le passé partagé, qui est ce passé colonial, et qui est une des explications, une des causes historiques de la diversité de la société française aujourd'hui. C'est de pouvoir dire que l'histoire de l'esclavage ne relève pas d'un récit réservé aux anciennes colonies esclavagistes, c'est une histoire commune à la France entière. Évidemment, le cortège lié à ces séquelles historiques, notamment évidemment la persistance du racisme et les mobilisations qu'il entraîne contre lui, qui sont régulièrement activées lors d'événements ou violences policières ou agressions racistes, qui ont pris une très grande ampleur, évidemment, en 2020, avec le mouvement international de Black Lives Matter. C'est aussi des risques, d'une part, de concurrence mémorielle, parce que ça aussi, c'est quelque chose qu'on voit apparaître à partir du discours de victimisation, et qui est celui de mise en comparaison
de l'importance de la gradation du crime finalement de masse, du crime contre l'humanité qu'est l'esclavage par rapport à d'autres formes de génocide comme la Shoah par exemple. Et évidemment ce qu'on voit aussi au cours de particulièrement ces derniers mois, c'est aussi une repolarisation très forte du discours public qui axe beaucoup sur des questions culturelles. On dit les chocs de civilisation, enfin toute cette rhétorique qui aujourd'hui aussi vient polluer, enfin s'inscrire en tout cas dans ce paysage de la question de la prise en compte de la mémoire de l'esclavage. Et donc cette nécessité finalement de renouveler un récit national, non pas un roman national, mais un récit national qui soit dégagé de l'impensé colonial, c'est quand même le gros enjeu auquel nous sommes confrontés. Donc la société civile, elle est en action à ce sujet. C'est elle qui a été à la manœuvre la plupart du temps depuis ces 20-25 dernières années. D'abord pour rendre visible le passé esclavagiste, qui lui-même doit rendre aussi visibles les minorités porteuses au premier chef de cette histoire. Alors ça s'est vu notamment dans les anciens ports de traite, comme La Rochelle, comme Nantes, comme Bordeaux, où se sont créées en fait les premières associations, et maintenant ça commence à bouger dans d'autres villes. Et puis au niveau national, on l'a vu par exemple tout à l'heure avec cette marche du 23 mai 98. Donc ces associations localisées sur les territoires, elles jouent ce rôle d'aiguillon et aussi parfois de partenaires des collectivités pour que justement des initiatives locales soient prises. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est aussi que la première génération de ces associations, qui étaient d'abord axées sur la question de la reconnaissance, et qui se sont trouvées quand même bien souvent confrontées à la résistance des pouvoirs publics, même sur des questions aussi simples que celle-là, ou du moins à leur frilosité, par crainte du communautarisme que, selon donc, ces pouvoirs publics, cette reconnaissance pourrait favoriser, laisse aujourd'hui aussi la place à des organisations plus militantes, parfois moins structurées, et qui émergent dans les années 2000, comme le CRAN, comme le MIR, donc le Mouvement international pour les réparations, et aujourd'hui donc à des collectifs faiblement structurés et qui manient avec agilité tous les outils de l'activisme, et notamment les réseaux sociaux. Donc ces acteurs sont porteurs d'exigences plus fortes, et notamment au premier chef, ça c'est aussi quelque chose qu'on voit vraiment monter depuis quelques années, au niveau là aussi international, un petit peu plus récemment en France, mais qui prend de l'ampleur, c'est évidemment cette demande de réparation, c'est-à-dire d'aller au-delà de la reconnaissance du crime contre l'humanité que la loi Taubira, donc, qu'on va évoquer, a fixé en 2001. C'est aussi ce mouvement a comme caractéristique, comme évolution, disons, par rapport au discours des années 90, des associations militantes, c'est qu'il ne s'agit plus simplement de parler de l'histoire de l'esclavage, mais c'est aussi une inscription de cette histoire et de cette mémoire de l'esclavage dans l'histoire et la mémoire de la colonisation en général. Et donc il y a une forme de, convergence des luttes, si je peux dire, en tout cas qui fait qu'on a vraiment une mutation aussi dans ces mouvements, comme on le voit aussi, la mutation finalement des formes traditionnelles de lutte contre le racisme au mouvement antiraciste qui s'est exprimé très nettement l'an dernier. Donc, interagissant avec ces vagues de la société civile, les pouvoirs publics mobilisent quelques réponses pour une ébauche de politique mémorielle de l'esclavage. Donc, je le rappelle, le premier point en France, c'est cette loi qui est quand même pratiquement unique en son genre dans le monde. Loi du 21 mai 2001, dite loi Taubira, portée par la députée de la Guyane alors, Christiane Taubira, qui est une loi de reconnaissance, qui n'a pas été une loi justement de réparation. Ça, c'est un grand débat et qui ressurgit aujourd'hui, puisque en fait, pour qu'elle passe, il a fallu la dépouiller, disons, de ce qui pouvait être susceptible de faire blocage aussi auprès des députés, enfin voilà, de la représentation parlementaire en France, mais qui a été quand même un premier pas. Dire que la traite et l'esclavage sont un crime contre l'humanité. Pour le moment, il n'existe qu'une autre loi dans le monde, c'est au Sénégal, qui est d'ailleurs dérivée dans ces termes de la loi Taubira, et qui a permis tout de même, d'enclencher un certain nombre de choses, notamment par rapport à l'enseignement de l'esclavage, donc l'obligation que les manuels scolaires et les programmes scolaires parlent de l'esclavage, donc les manuels français, et pas seulement les adaptations scolaires
pour les Outre-mer. Sont aussi les positions d'intellectuels qui ont donc accompagné ces mouvements des pouvoirs publics, mais l'action gouvernementale est quand même restée prudente, puisque donc après cette loi 2001, 3 ans plus tard, un comité qui doit donc faire des propositions très concrètes dans tous les domaines, justement pour voir comment faire connaître l'histoire de l'esclavage et comment donc porter et intégrer cette mémoire dans la mémoire de la nation. Et il faut encore attendre 18 ans, donc novembre 2019, pour voir se créer la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, donc que je dirige. Pendant ce temps, il y a quand même des initiatives territoriales, comme je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup poussées en fait par les associations, et notamment évidemment La Rochelle, qui a été pionnier, mais qui n'a pas forcément été très très loin après ce premier acte. En revanche, la ville de Nantes, qui s'est très très fortement engagée en fait dans vraiment un ensemble d'actions qui a déployé donc voilà, d'une part exposition donc mais aussi exposition permanente au château des Ducs de Bretagne, l'érection d'un mémorial, enfin tout cela on va le voir tout à l'heure. Donc aujourd'hui, en fait, on le voit, cette demande se fait plus forte, elle se fait plus radicale, elle se fait plus, donc plus directe aussi. Pourquoi ? Parce qu'il ne s'agit plus seulement de demander la reconnaissance de cette histoire, mais c'est aussi de contester du coup la permanence, la persistance des traces coloniales, non pas le fait que ce soit des traces coloniales existantes, mais qu'elles soient mises en avant dans l'espace public, donc qu'elles soient investies évidemment d'une valeur de représentation hein, pour la France. Donc ça, cette attention aussi, c'est une nouveauté, une attention nouvelle donc pour ces signes de l'idéologie esclavagiste et colonialiste, alors qu'on voit porter par évidemment différentes voix, notamment des associations. Mais on peut aussi mentionner, bon, ça fait partie des exemples que je vous propose là, la démarche du collectif Décoloniser les arts, qui a par exemple mis en place un parcours L'esclave au Louvre, qui a été quand même le premier parcours qui permettait de souligner les liens en fait qu'entretenait avec cette histoire coloniale, ce que Hélène nous a montré tout à l'heure, avec différents éléments en fait de l'exposition permanente. Pas seulement les peintures, pas seulement la question des représentations des Noirs, mais aussi justement la question aussi de tous ces objets traités en art décoratif et donc complètement décontextualisés de leur environnement, en fait, voilà, des conditions en fait de leur existence même. C'est évidemment aussi les déboulonnages. Et là, l'année 2020 en France a été assez active, en particulier en Martinique, mais aussi avec un certain nombre d'actions qui ont été menées dans plusieurs villes vis-à-vis de personnages donc liés à l'histoire de l'esclavage ou de la colonisation. Donc, on voit les institutions culturelles interpellées de plus en plus. Les institutions patrimoniales, elles, de leur côté aussi, elles se trouvent dans un contexte qui leur est propre, qui entretient un peu des liens avec cet état d'esprit général, mais aussi qui est lié à la dynamique de leur propre évolution. Donc c'est évidemment, alors voilà, ça c'est l'exemple de la Martinique, là voilà, donc la statue de Joséphine qui était déjà sans tête depuis donc 1991, donc qui a été complètement détruite en fait par les activistes, et voilà son piédestal transformé en bac à laitue. Voilà, donc ça c'est entre juillet et décembre 2020. Donc les institutions patrimoniales elles-mêmes ont été, disons, interpellées directement par ce sujet, mais aussi plus globalement par des sujets évidemment qui sont en lien avec la question de leur rôle dans la société. Débat qui a commencé dans les années 90, à la fin des années 90, notamment en France, autour du projet de la création du musée du Quai Branly, et donc ce fameux débat entre art premier, anthropologie, et même l'anthropologie elle-même. Qu'est-ce que l'anthropologie ? Ça, c'est un débat évidemment encore plus ancien, donc sur les liens de l'anthropologie et de la colonisation. Donc ça, ces institutions sont héritières de ces questionnements aussi, donc, dont elles sont saisies et dont elles se saisissent. Et c'est également, donc, de façon plus précise encore dans les années 2020, la question des restitutions
voilà, dont le dernier, disons, pas le dernier final, mais le plus récent, voilà, la plus récente étape est la restitution d'un petit ensemble d'objets spoliés au Bénin. Et donc, en fait, tout ce contexte, en fait, les amène aussi à se poser un certain nombre de questions, voilà, même si c'est assez lent et un petit peu difficile. Donc, quelles sont leurs réponses? Alors là encore, voilà, très rapidement, pour revenir là aussi un peu dans le temps, rappeler que il y a eu quand même quelques expositions, voilà, dans la période notamment du bicentenaire de la Révolution 89, où le sujet a commencé à sortir, mais là surtout dans les Outre-mer jusqu'à 98. Il y a eu surtout cette exposition Les Anneaux de la Mémoire, voilà, dont on voit une image, donc qui est l'exposition qui a vraiment au niveau national eu le plus grand impact pour évoquer centralement la question de la traite et de l'esclavage en France, donc qui était avec beaucoup de sortes de reconstitutions et d'éléments qui permettaient de voir ce qu'était le bateau négrier, ce qu'était la sucrerie, accès du coup à visualiser en quelque sorte un environnement matériel dans lequel les personnes en esclavage travaillaient ou étaient assujetties. Voilà donc un autre exemple. Voilà. Et puis une exposition, alors elle qui n'a pas eu autant de succès, qui était l'exposition du 150e anniversaire au Musée des Arts et Traditions Populaires Tropiques Métis, qui elle abordait l'esclavage, mais finalement n'en faisait pas un sujet central. Voilà, il s'agissait de parler plutôt de la culture, de la diversité culturelle, de la créolisation. Donc on voit comment, en fait, du coup, au moment du 150e anniversaire, on déplace un tout petit peu le sujet, même si on l'aborde. C'était une façon, en fait, positive, entre guillemets, en fait, voilà, et plutôt de centrer sur les héritages que sur la question elle-même. Voilà. Alors, évidemment, ça posait quand même la question, est-ce que c'est au musée de faire ce travail-là ? Puisque, voilà, ça paraît peut-être naturel, mais il y a eu une véritable interpellation, alors, qui a eu beaucoup d'impact. Je ne sais pas, par contre, au niveau international, mais en tout cas en France. C'est une interpellation donc, du philosophe Achille Mbembe, qui, donc, en 2011, et dans un article qu'il a publié du coup, en 2013, véritablement, finalement, met en cause la capacité du musée, qui lui-même est un produit de la pensée occidentale de la fin du XVIIIe et du début du XIXe, c'est-à-dire concomitante de la construction des catégories, des hiérarchies, donc d'un système de pensée qui classe l'humanité et qui produit de la violence vis-à-vis des non-européens, notamment. Donc il dit, en constatant d'ailleurs que les expositions qu'il a pu voir ne lui permettaient pas en fait de comprendre en fait et de trouver en fait la place de l'esclave, que justement ces tentatives qui ont été faites, elles ont brillé, je cite, par leur vacuité. L'esclave y apparaît au mieux comme un appendice à une histoire autre, une citation au bas d'une page consacrée à quelqu'un d'autre. Au demeurant, l'esclave rentrerait-il véritablement dans un musée, dans le musée tel qu'il existe de nos jours, que le musée cesserait automatiquement d'être un musée. Il signerait sa propre fin et il faudrait, en l'occurrence, le transformer en quelque chose d'autre, un autre lieu, une autre scène, avec d'autres dispositions, d'autres désignations, voire un autre nom. Et finalement, en posant cette question-là, il rejoint les questions générales qui se posent sur ce qu'est le musée, ce que peut être le musée, cette grande mutation évidemment qui interroge au début du XXIe siècle. Alors c'est vrai que justement quand il le dit, c'est aussi pour nous montrer qu'on a quand même beaucoup focalisé justement sur l'action des musées, parce que dans le monde occidental, le musée a débordé son sens initial finalement de lieu de conservation et de connaissance de l'histoire et de la culture. Il a pris une place considérable dans les pratiques culturelles, même si ça reste quand même globalement élitaire, et parce qu'il est investi d'un grand prestige symbolique, on attend beaucoup de lui, peut-être un peu trop.
Si bien qu'il faut vraiment là se poser, effectivement, si on ne peut pas mobiliser d'autres canaux, d'abord dans d'autres institutions patrimoniales, mais aussi ne pas oublier évidemment tout le rôle de l'enseignement scolaire, et puis les nouveaux médias que sont les réseaux sociaux. On ignore en fait bien souvent les possibilités offertes par d'autres institutions patrimoniales, d'autres inscriptions dans l'espace public. Alors il y a notamment le recours au mémorial. Il y a un projet de mémorial aux Tuileries qui serait un mémorial national, qui a un petit peu de mal à advenir pour le moment, mais qui est un engagement de notre actuel président de la République. Et par contre, voilà, il existe donc plusieurs monuments qui font dans différentes villes, mais c'est vrai que le seul mémorial, disons, architectural existant en France aujourd'hui, c'est celui érigé donc à Nantes en 2012. Voilà, qui a mis donc plus de 10 ans à sortir, et donc voilà, dans lequel on a en fait une sorte de parcours donc le long, donc à moitié enterré, où sont évoqués en fait à la fois des éléments de connaissance avec une chronologie, mais aussi des citations en fait d'écrivains, et qui permet en fait d'en faire un lieu de recueillement. Voilà. Mais les musées donc, sont en concurrence avec d'autres de ces canaux. Je voudrais juste mentionner qu'il y a quelques années, alors que j'étais en Martinique, on avait fait un petit sondage auprès des gens qui fréquentaient notre site internet, et il y avait plus de 1300 personnes qui voilà, avaient répondu au questionnaire, pas toujours tout rempli, mais sur les 200 réponses complètement remplies. La grande majorité en fait, des personnes disaient que finalement, sur cette question de l'histoire de l'esclavage, ils attendaient plus d'avoir des films, des fictions, des documentaires, que finalement de découvrir des choses dans les musées. Alors, ce n'est pas forcément un questionnaire très bien mené, j'encourage qu'on fasse une belle enquête, c'était un petit peu comme ça, mais je pense que ça donne quand même, voilà, ça interroge sur la question de justement comment on peut mobiliser ces différents canaux. Et on a vu le succès que des films comme 12 Years a Slave, évidemment, ont eu, sans remonter à Racine, pour se rendre compte, en fait, de l'impact que, évidemment, ce type de production peut avoir sur cette connaissance. Alors, les nouvelles propositions des musées, pardon. Oups, voilà. Ah non, je suis... Voilà. Alors, d'abord, deux grandes questions en France. La question de la grande exposition sur l'esclavage, un projet qui est toujours en fait dans les cartons, une réalisation par contre à marquer en 2019 autour de ce sujet-là, c'est l'exposition du modèle noir donc au musée d'Orsay, puisque c'était la première fois en fait qu'un musée d'art se saisissait pleinement du sujet de la représentation de la race, de la représentation du noir, et introduisait donc ce type de problématique. Ce qui est intéressant, c'est que l'expo a été en effet très visitée par des gens qui n'avaient jamais mis les pieds au musée d'Orsay, qui se sentaient concernés par le sujet, qui s'identifiaient à ce, ou qui pensaient qu'il y avait un rapport avec eux. Donc ça, c'est évidemment un premier point. L'exposition aussi, dans la communication, a été... Bon, je ne vais pas la développer, c'est un sujet vraiment très intéressant, mais elle a été présentée comme un sujet de très novateur, ça l'était donc à cette échelle française. Et ce qu'on peut interroger, c'est la perception, justement, selon lequel le fait qu'un musée d'art se saisisse de ce sujet, à savoir mettre en avant donc, le modèle en tant que personne et non comme un type, et toucher à la question de ses représentations raciales, finalement, c'était la perception qu'on était dans le summum de l'audace. Ça veut dire qu'on a encore du chemin. Donc on peut se demander ensuite quel impact durable cette exposition peut avoir sur le musée. Quels engagements, au-delà d'avoir fait cette exposition, le musée peut prendre pour continuer à explorer ce type de questions. Et ça nous amène aussi vers la question du grand musée de l'esclavage, qui est là aussi une revendication au titre des réparations, portée par un certain nombre de groupes militants. Or, aujourd'hui, il n'y a pas de projet de grand musée de l'esclavage en France, dans le sens où le Memorial Act, donc, qui a été ouvert en 2015, donc, comme un centre d'interprétation dédié à la réflexion sur la traite négrière
et aussi un lieu d'expression contemporaine. Donc ça n'était pas conçu comme un musée en 2015, c'était aussi une initiative, vraiment un forcing d'une collectivité locale, donc ce n'était pas du tout au départ porté par l'État. Et donc en 2018, ce mémorial donc, a été présenté par le chef de l'État comme justement appelé à devenir le musée de référence nationale sur les questions de l'esclavage, donc évoluer vers un statut de musée de France. Donc on reprend quelque chose qui est là et qui est d'ailleurs très, très intéressant. Enfin, c'était vraiment un effort de muséographie extrêmement intéressant, même s'il y a eu beaucoup de critiques sur un certain nombre de points traités dans l'exposition. On pourra y revenir dans la présentation. Voilà, donc notamment voilà, des éléments de muséographie pour évidemment évoquer la question de la violence esclavagiste physique, le recours à des créations d'artistes contemporains dans le parcours permanent, tout ça sont des éléments très intéressants évidemment dans ce MACT. Donc là, on n'y est pas. En revanche, voilà. Dans les propositions que peuvent faire et que font donc certains musées, c'est évidemment, ça fait écho à ce qu'a dit Hélène tout à l'heure, le renouvellement du discours et des approches, avec donc la question du récit, et notamment la façon de comment, et je suppose que Maria Oltrop évidemment va en parler beaucoup avec l'exposition du Rijks, mais bon voilà, en France on n'a pas encore énormément de choses dans ce sens. Donc raconter cette histoire à partir notamment de l'expérience de la personne en esclavage, de faire ressortir ses voix d'esclaves, de redonner des noms aussi, et donc ça on le voit dans l'exemple de la toute récente exposition voilà, du musée de Nantes, le château musée de Nantes, donc une expo qui vient d'ouvrir le 15 octobre, qui s'appelle l'Abîme, par référence en fait à l'idée d'Édouard Glissant de l'Abîme, qui est le gouffre de la traversée transatlantique, où ils ont, par exemple comme on voit là, donc fait une projection en fait des noms qui ont été retrouvés de personnes donc soit libres, soit esclaves, mais d'ascendance en tout cas, d'ascendance africaine et ayant à un moment ou à un autre connu l'esclavage, donc qui vivaient à Nantes. Donc là, qui réintroduit le fait qu'il y a anciennement une présence noire sur le territoire européen, puisque là encore, c'est la question, c'est là-bas, c'est dans les colonies, et ça n'est pas ici. Donc ça, c'est vraiment un grand apport, évidemment, dans le changement du récit, c'est de réintégrer ce qui se passe dans le territoire hexagonal lui-même, et c'est de le faire à partir de ces destins, ces parcours de personnes, comme on le voit, voilà, avec des petites biographies de personnages donc, dont on a pu retrouver des éléments du parcours de vie. C'est aussi la prise en compte des acquis récents de la recherche. Alors, par exemple, dans cette partie de l'exposition, donc, qui montre en fait les objets donc, du commerce de traite, qui sont, donc là aussi, les idées reçues qu'on voit encore beaucoup, c'était de la pacotille, donc c'est des objets sans valeur, et donc ces chefs africains étaient trop peu évolué sans doute pour comprendre ce qui pouvait être de valeur. Évidemment, c'est de combattre cette idée, et là en le montrant par exemple ces objets du coup qui sont présentés effectivement dans des caisses, mais par contre très... Enfin, c'est vraiment showcase, quoi. Enfin, c'est très, du coup, éclairé, et ça donne, du coup, évidemment, ça donne une idée de ce que peut représenter, effectivement, la valeur et la diversité de ces objets. C'est aussi la question du vocabulaire, dont il sera question tout à l'heure, c'est-à-dire aussi de comprendre l'impact que l'usage de certains termes, évidemment emprunté au vocabulaire, enfin conservé du vocabulaire des sources, peut avoir aujourd'hui sur le public. C'est aussi donc le recours à des nouveaux moyens dans le musée, donc ah oui, il faut que je m'arrête, dans le musée, donc justement qui aussi font disparaître ou en tout cas réduisent les frontières entre les différentes approches et finalement les frontières du musée comme lieu de collection physique. Et donc, je vais juste conclure en présentant en fait très rapidement donc, voilà, le rôle que la Fondation
voilà, peut avoir dans ce domaine. Donc ça, c'est des vues de l'exposition L'Abîme, et ça, c'est des vues de l'exposition du MACT, donc sur le circuit triangulaire, l'Arbre de l'Oubli, et du coup l'intégration complète en fait d'œuvres d'artistes dans ce parcours. Voilà, donc le rôle de la Fondation, alors c'est à la fois d'accompagner donc à travers un réseau que nous avons commencé à constituer, les institutions patrimoniales, un réseau complètement transdisciplinaire là, parce que c'est pas le réseau des musées, enfin justement par rapport à ces cloisonnements disciplinaires qui sont très très présents en France. Là, on met en commun des gens des archives, des bibliothèques, des archéologues, des personnes qui s'occupent de monuments historiques pour réfléchir en fait ensemble à ces questions. Et donc, on le fait à la fois dans le cadre de séminaires professionnels, comme celui qu'on a pu organiser en webinaire pour cause de Covid au mois d'avril avec le musée d'Aquitaine, sur le thème « Les mots pour le dire », donc évidemment sur la question de la narration et sur la question de la terminologie dans la médiation au public. C'est aussi pour encourager les échanges entre les institutions concernées par l'esclavage, en associant notamment des professionnels ultramarins ou étrangers, puisque c'est vrai qu'une étape, alors là, qu'on est loin de franchir non plus aujourd'hui, c'est le fait aussi d'introduire finalement, à travers le fait de la présence de professionnels de différents environnements culturels, justement cette multiplicité des perspectives et des collaborations, même si ça commence évidemment dans certains grands musées qui peuvent avoir les moyens, et des musées plutôt de société ou des musées d'anthropologie, c'est quand même relativement rare dans les musées d'art et même, je vous dis, entre, par exemple, gens des musées, gens des archives. Donc ça, c'est vrai que ça, c'est un travail vraiment que là, on est en train de lancer, et c'est aussi de mettre à disposition des outils. Voilà, bon, une petite exposition itinérante qu'on a faite, qui a très bien circulé, mais aussi un projet de portail qui permettra justement de proposer des approches multiples sur l'histoire de l'esclavage et ses traces. Donc, voilà, donc pour finir, pour rendre visibles les traces de l'esclavage, implique donc de re-questionner évidemment cette culture matérielle mise en majesté dans le musée du XIXe siècle, de faire entrer dans les pratiques professionnelles un effort constant de décentrement du regard, et je crois que c'est vraiment ce qui a déjà été dit tout à l'heure par Hélène, et de s'obliger à des dialogues ou des conversations plus ouvertes entre professionnels et publics. Ça oblige aussi à sortir finalement de l'espace fermé de ces lieux du patrimoine, car c'est dans l'espace public en général que les traces font l'objet des nouvelles questions et des nouvelles revendications, comme on l'a vu aussi. Merci à vous.